Au plaisir de retrouver ma téléspectateur d'Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Une étiquette de sécurisation sera-t-elle mise à la disposition des agents de la route? En tout cas, les membres de l'Union des transporteurs se sont joints à la direction générale de la Caisse de sécurité sociale pour trouver des voies et moyens pouvant permettre la réalisation de ce projet. Informer et sensibiliser les populations à la base sur les taxes que payent les sociétés minières installées dans leur localité est l'objectif d'une mission de l'ITUE qui est tournée en ce moment à l'intérieur du pays. Vous aurez plus de détails dans cette édition. De nouveaux affrontements ce matin à Kiev qui a connu aujourd'hui la journée la plus meurtrière. On parle d'une vingtaine de morts et de plusieurs blessés. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Ce jeudi, la coalition des femmes et filles pour le dialogue, la consolidation de la paix et le développement COFIG a organisé une assemblée générale à mi-parcours au Palais du Peuple. Cette assemblée avait pour thème la problématique de l'implication des femmes dans la gouvernance locale. Néné Oumou Badé. Une assemblée générale à mi-parcours tenue par la COFIG, coalition des femmes et filles pour le dialogue, la consolidation de la paix et le développement. Il s'agit pour cette organisation de poser une fois encore la problématique de l'implication des femmes dans la gouvernance locale. La Guinée doit être fière de ses femmes pour construire une véritable démocratie en Guinée, car sans les femmes, la démocratie reste inachevée. Les femmes veulent être à vos côtés pour prendre part à l'espoir du peuple de Guinée, enfin, pour accéder au développement, car sans la femme, il n'y a pas de développement durable. Les femmes veulent à vos côtés construire la paix, car la paix sans les femmes ne peut pas être une paix durable. Nous savons compter sur votre engagement auprès des femmes qui sont à l'Assemblée nationale et au-delà auprès des femmes de Guinée pour que le thème de cette Assemblée générale à mi-parcours soit porté par vous pour mener à bien cet autre combat qui est un combat noble. Pour l'honorable Claude Kori Kondiano, président de l'Assemblée nationale, c'est un sentiment de joie de présider cette Assemblée. Il félicite les organisatrices. Votre prestigieuse organisation forte de 235 ONG est à féliciter pour son implication très positive dans la recherche, la promotion et la consolidation d'un climat de paix et de solidarité au sein de l'ensemble de la population guinéenne. Vous avez influencé positivement le cours des processus démocratiques à travers vos actions de prévention. Pour l'heure, il reste à savoir si cette préoccupation de COFIG sera prise en compte par le gouvernement en place. Dans l'actualité également, la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale a tenu une réunion ce jeudi avec les membres de l'Union des transporteurs de Guinée. Objectif, trouver des voies et moyens en vue de mettre à la disposition de ces agents de la route une étiquette de sécurisation. Fatoumata Yarissila nous en dit plus. Ils étaient une dizaine à prendre part à cette rencontre, sensibiliser les organisations des transporteurs routiers à accepter et de s'assurer à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est l'objectif de cette concertation, une démarche qui a été saluée par les membres de l'Union des transporteurs routiers de Guinée. Nous sommes très contents de la déclaration de monsieur le directeur, donc en collaboration entre la Caisse nationale de sécurité et le syndicat national des transporteurs routiers mécaniques générales va être amélioré. Et on va se rencontrer maintenant permanemment par rapport à l'intérêt des chauffeurs et des transporteurs entre la Caisse nationale de sécurité et le syndicat dans l'ensemble. Le nouveau directeur propose aux syndicalistes et les transporteurs un nouveau système
Outre les transporteurs, la police routière a également pris part à cet entretien. Elle se dit satisfaite des dispositions prises lors de la concertation, même si, dit-elle, ces dispositions sont venues un peu plus tard. Colonel Zakaria Kamara. C'est une bonne chose, ça a quand même retardé. Parce que, vous savez, le capital le plus cher, c'est l'être humain. Donc les chauffeurs ne sont pas du tout assurés, ainsi que les apprentis. Donc vraiment, la Direction centrale de la sécurité routière adhère à cette proposition de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et nous sommes à leur entière disposition quant à l'application de ce document. Cette assurance est un produit délivré par la Caisse nationale de sécurité sociale aux transporteurs en vue de leur sécurisation sur la circulation. La mise à la disposition des transporteurs routiers d'un produit pour leur permettre, disons, de se prémunir contre ces risques-là, ce n'est pas une nouveauté. Et nous avons invité tous les acteurs aussi de ce secteur aujourd'hui pour échanger avec eux sur vraiment la possibilité d'engager une campagne de sensibilisation des usagers de la route pour l'assurance chauffeur. D'autres rencontres sont prévues les jours à venir entre les parties en vue de mettre en pratique toutes les mesures prises. Je vous le disais en titre, une mission de l'ITUE, l'initiative de transparence dans les industries extractives, est à l'intérieur du pays. Cette mission est partie informer et sensibiliser les populations des zones minières sur les taxes que payent les sociétés minières installées dans leur localité. Cette démarche s'inscrit en prélude à la validation de la Guinée à l'ITUE international. Abdouranba pour plus de détails. C'est dans la préfecture de Fria, première cité minière de la Guinée, que l'ITUE a entamé son marathon d'information et de sensibilisation des communautés par rapport aux taxes que leur payent les sociétés minières implantées dans leur localité, mais aussi disséminer les rapports 2011-2012 de l'ITUE pour permettre à la Guinée d'être validée en avril prochain à l'ITUE international. Il ne s'agit pas de produire seulement des rapports, mais il faut que l'ensemble des populations guinéennes sache ce que les sociétés minières, au cours d'une année, ont produit comme manne financière dans le cadre de la réduction de la pauvreté et le développement économique du pays. Donc, puisque déjà les rapports ont été produits, il faut les disséminer. À Fria, Bofa, Boké, Kamsar et à l'Institut de géomine de Tamakene, la mission a procédé au même devoir d'information des populations, des autorités administratives, élus locaux, sociétés civiles, étudiants, directeurs généraux, cadres préfectoraux et communautaires sur les paiements des taxes minières. Une démarche saluée par les autorités administratives qui pour elles est la seule manière de dénouer les suspicions et éviter les remous dans les zones minières. Aujourd'hui, nous sommes édifiés. Depuis 2011 jusqu'à 2012, le fonds investi pour la collectivité de notre préfecture. Nous aurions souhaité que de telles dispositions soient prises dans l'avenir pour que les autorités à tous les niveaux, les élus locaux, la société civile, que tout le monde soit dans le top. Et ça va amener à conscientiser les gens et que chacun puisse voir sa responsabilité là-dedans et faire en sorte que les problèmes soient vraiment dénués. C'est une mission d'enseignement pour les acteurs de la société civile et autorités locales. Pour Boké, CBG est là depuis plusieurs années. On ne fait qu'importer la terre de chez nous, c'est-à-dire la bauxite, on l'envoie. Bon, rien n'est compensé pour les populations guinéennes. Si on faisait de telle manière que, comme il y a les plans rizicoles à Boké, qu'on puisse aménager même pour l'agriculture. Et en ce moment, on cultive le riz ici. Le texte qui lie la CBG à l'État, disons, le chemin de fer, les taxes, ça devait revenir à la communauté. Le port, l'embarquement, ça devait revenir à la communauté. La cité, les taxes, ça devait revenir à la communauté pour son développement. Mais très malheureusement, ce texte-là, un montant de 6 500 000 $, on préfère les prendre et aller encore verser, comment dirais-je, à la trésorerie. Et quand ça arrive à la trésorerie, ce n'est plus que la communauté. Et chez les autres, je vous dis qu'on leur donne directement. Et chez nous, ce n'est pas le cas. Cette mission de dissémination qui retrace tous les paiements effectués par la société minière se poursuivra dans toutes les zones minières de la Guinée, ce pour permettre au pays d'être définitivement dans l'ITUE international.
Autre registre de l'actualité, le groupe de médias Farafina, en collaboration avec le club des amis de la Maison de la Presse et les amis journalistes Al Jazeera Guinée, avait prévu ce jeudi une marche dite pacifique pour, selon eux, la libération des 3 journalistes d'Al Jazeera détenus depuis le 29 décembre au Caire. Vu que la marche a été empêchée par les autorités guinéennes, les organisateurs ont tenu une conférence de presse à la maison commune des journalistes Salimatou Diallo pour le compte-rendu. C'est avec le slogan « Halte à l'arrestation des journalistes à travers le monde » que s'est tenue cette conférence de presse à la place de la marche pacifique empêchée par les services de sécurité du pays. Le groupe de médias Farafina et le club des amis de la Maison de la Presse avaient prévu cette marche pour, selon eux, attirer l'attention des autorités égyptiennes pour la libération de ces journalistes reprochés d'actes terroristes. Il s'agit de l'arrestation ou de la détention sans preuve légale de Mohamed Fahmy, de Bahar Mohamed et Peter Grest, travaillant tous pour la télé Al Jazeera au Caire en Égypte. Ses confrères avaient été arrêtés le 29 décembre dans un hôtel du Caire. Le parquet égyptien les accuse d'entretenir des liens avec les frères musulmans, considérés par les autorités dirigés de facto par l'armée comme une organisation terroriste. Le PDG de Farafina revient sur les motifs de l'échec de cette marche et attire l'attention de l'opinion internationale du soutien inconditionnel des médias guinéens aux 3 journalistes détenus en Égypte. Depuis hier, les autorités égyptiennes cherchent à nous joindre pour empêcher que cette marche ait lieu. Mais nous avons décidé de nous adresser à l'opinion nationale et internationale pour justifier l'adhésion totale des médias guinéens à tous les médias du monde. Et j'espère que chacun dans sa rédaction saura faire le nécessaire pour que nos confrères qui sont jugés ce matin puissent avoir tout le soutien nécessaire afin que ce procès puisse passer dans les règles de l'art. Le représentant d'Al Jazeera en Guinée, quant à lui, demande au président de la République, professeur Alpha Condé, d'intervenir auprès des autorités égyptiennes pour la libération de ces détenus. Donc, demande son excellent monsieur le président, professeur Alpha Condé, pour devenir comme notre porte-parole pour parler avec son homologue égyptien pour libérer nos confrères. Ces journalistes détenus par les autorités égyptiennes seront jugés ce jeudi même au Caire. Autre fait marquant de l'actualité, un conflit domanial, peut-on dire, oppose les vendeurs de véhicules à côté de la Fondis à un Libanais propriétaire d'un hôtel en construction. Les importateurs de véhicules accusent ce dernier de vouloir s'approprier de leur lieu de vente pour en faire le parc de son hôtel. Une équipe de gendarmes serait venue hier pour les déguerpir du parc et les occupants n'attendent pas à céder les lieux avant la fin des travaux de construction du parc national de Kouria. Fatoumata Yari ici là. C'est sous un ton ferme que ces vendeurs d'automobiles ont affirmé ne pas céder ces lieux avant leur recasement, alors qu'ils auraient reçu une descente musclée de la gendarmerie ce matin dans le but de les déguerpir du parc de la Fondis. Ce domaine les opposant à un Libanais propriétaire de l'hôtel Millennium Suite en construction situé juste en face du parc. Le Libanais nous a proposé 500 millions pour qu'on quitte ici. Hier, la gendarmerie nous a convoqués, on est parti à la gendarmerie là-bas. La gendarmerie nous a dit qu'il faut qu'on quitte. Le gouvernement a dit qu'il n'y a qu'à sur soi avant que Kouria va finir. Tous les vendeurs de véhicules vont aller là-bas. Si Kouria finit, on va aller. Ça, il n'y a pas de problème. Le Libanais dit toujours que le Libanais a baillé un coin à Anta, il faut qu'on parle là-bas. Il dit non, on n'a pas besoin de là-bas. On est ici. Maintenant, à notre grand ce matin, la gendarmerie est venue. Ils sont venus, ils ont miséré. Ils disent que le poteau qui est là, jusqu'à ici comme ça, on a cadre là, le Libanais. Le Libanais va mettre le parc, son parc de véhicules. Nous, on n'a pas besoin de son argent. Il n'a qu'à nous laisser tranquille. L'État, c'est que l'État a dit. S'il veut aider l'État, il n'a qu'à donner l'argent à l'État. L'État va finir Kouria. En tout cas, si Kouria finit aujourd'hui, demain matin, on va aller. Moi, il y a employé 10 personnes. Ils ont payé 1 million d'exemples. Maintenant, les gens là, je vais les mettre dans la rue. Ça, c'est impossible. Je les ai dit, ils n'ont qu'à trouver. Si Kouria finit, on va aller là-bas.
Au dire des occupants, ce parc fait un rendement de plus d'1 milliard de francs guinéens à l'État par an lors des dédouanements des véhicules. Aujourd'hui, ces vendeurs de véhicules accusent certains membres du gouvernement d'être corrompus par le Libanais. Ils réclament justice. Mais on a privilégié le Libanais par rapport au Guinéens, c'est ce qui fait encore plus mal. Mais le plus important, c'est que dans tout ça, nous sommes conscients que le président de la République n'est pas au courant. Raison pour laquelle nous vous saisissons, vous les médias, de nous aider à porter à la connaissance du président de la République que l'affaire qu'il avait relancée auparavant, soit disant que si Kouria finit, que tous les revendeurs de véhicules doivent déménager là-bas, que cela est loin d'être réalisé sur le terrain. Ils sont nombreux, ces vendeurs de véhicules qui gagnent leur pain dans ce parc. Ils n'entendent pas quitter les lieux avant la fin des travaux de construction du parc national de vente d'automobiles à Kouria, dans la préfecture de Koya. Et puis certains quartiers de la capitale guinéenne encore en manque d'eau. C'est le cas du quartier Amdallah où les habitants sont obligés de filtrer l'eau depuis à travers des tissus en jean, du sable mais aussi du chiffon. Ces habitants qui restent depuis 2 ans exposés à des maladies à cause de l'utilisation de cette eau impropre sollicitent l'aide des autorités. Manian Kondé. Filtrer l'eau, une pratique ancestrale encore présente à Conakry, la capitale guinéenne. Une méthode d'avoir de l'eau potable, souvent pratiquée dans les quartiers où le problème d'eau se pose avec acuité, comme à Hamdallaye, dans la commune de Ratoma. Ici, selon les citoyens, depuis plus de 2 ans, pas une seule goutte d'eau dans les robinets. Les quelques forages qui existent fonctionnent avec le courant électrique, de l'électricité aussi rare dans cette partie de Conakry. Les habitants sont donc obligés d'utiliser l'eau des puits en passant par le filtre constitué d'un ancien jean avec à l'intérieur du chiffon et du sable. Avec cette pratique, il faut passer des heures pour avoir un seul bidon d'eau potable. On se lève à 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau qu'on ne trouve même pas. On est obligé de puiser l'eau dans les puits afin de la filtrer pour boire. C'est de la saleté que nous buvons. Nous nous inquiétons beaucoup pour nos enfants qui risquent de tomber malades. Le gouvernement n'a qu'à nous aider. On a trop souffert. Quand on se couche, on ne peut même pas dormir parce qu'on pense à l'affaire d'eau. Moi, je préfère ça au courant. Mais maintenant, ça va de pair. S'il y a le forage, il faut l'eau, il faut le courant. Donc, nous, on a tous ces problèmes ici. Très inquiets de cette situation, surtout en cette saison sèche, les citoyens sollicitent l'aide des autorités. Je demande au gouvernement de nous aider. Comme c'est un truc privé, la SEG est privée. Ils n'ont qu'à nous aider pour avoir l'eau. On n'a jamais eu ce problème. Il y a 1 an et quelques seulement qu'on a ce problème ici. Ils n'ont qu'à nous aider. Ça, c'est l'eau de puits, mais c'est pas propre. On paye la facture, on n'a pas d'eau. Le gouvernement n'a qu'à nous aider à avoir des forages d'eau. Dans la pluie, on puise 2 seaux par jour. Avec cette pénurie permanente d'eau dans certains quartiers de Conakry, la Guinée château d'eau d'Afrique de l'Ouest n'est plus qu'un rêve pour, dit-on, les Guinéens. Un reportage signé Manian Kondé à l'occasion de la Semaine du Livre. Le Bloc des Amis du Livre a organisé ce jeudi une conférence dans les locaux de l'université de Nongo-Conakry. Elle a regroupé quelques anciens cadres du gouvernement, notamment Dr Ahmed Tidiane Souaré, ex-premier ministre. L'objectif était de présenter aux étudiants ces 2 ouvrages intitulés « À mon tour de parler » et « Le discours ». Un reportage de Issa Gadiakité rendu en studio par Adira Touba. Il s'agit d'amener les étudiants guinéens à renforcer leurs capacités en matière de lecture. Cette conférence de presse qui s'est tenue ce jeudi à l'université de Nongo-Conakry est organisée par le Bloc des Amis du Livre à l'occasion de la Semaine du Livre. Elle a eu pour thème la Guinée et sa littérature. On a remarqué que, n'est-ce pas, les œuvres étrangères sont étudiées dans les classes guinéennes. Et on s'est dit que ça ne doit pas être le cas. Si il est vrai que la mondialisation, c'est l'accumulation de l'ensemble des cultures, alors pourquoi ne pas, n'est-ce pas, instaurer l'enseignement des œuvres guinéennes dans les salles du collège, du lycée et de l'université guinéenne? Parce que la Guinée aussi regorge, n'est-ce pas, des écrivains compétents, capables de retracer l'histoire guinéenne. Cette conférence a été une occasion pour Dr Ahmed Tidiane Souaré de présenter ses œuvres aux étudiants de l'université Nongo-Conakry. C'est une conférence, rappelons-le, programmée par le Bloc des Amis du Livre à l'université Nongo-Conakry. Elle était consacrée
à la présentation de 2 ouvrages que j'ai publiés à l'Harmattan Guinée, à mon tour de parler et les discours. Les étudiants, pour leur part, ont demandé aux organisateurs de fructifier ces genres d'initiatives dans les universités guinéennes. L'actualité sur un tout autre plan, le téléphone mobile, un appareil de communication initialement conçu pour transmettre la voix humaine et permettre une conversation à distance, est aujourd'hui l'un des moyens de communication les plus prisés avec l'évolution technologique. Le téléphone portable est non seulement utilisé comme appareil photo, mais aussi comme moyen de connexion à l'Internet. Reportage Marie-Sheila Fofana. Les téléphones portables sont devenus une nécessité pour beaucoup de personnes à travers le monde. La capacité de rester en contact avec leur famille, collègues de travail et accéder aux courriers électroniques ne sont que quelques-unes des raisons de l'importance croissante du téléphone mobile. Tu as un partenaire terrestre qui est à l'intérieur du pays, bien qui est en dehors du pays, à l'extérieur. C'est vraiment important, il faut vraiment l'appeler parce qu'avant, c'était des fax. Quand tu mets ton message au poste, ça va prendre 1 semaine, 2 semaines. Mais aujourd'hui, à la minute, tu appelles la personne en France, aux États-Unis, un peu partout, et tu réponds, vous arrêtez ce que vous avez à dire. Après, c'est fini. Les téléphones, ça nous sert beaucoup de choses, telles que tu peux s'arrêter ici à traiter de tes affaires, or que ça, tu te déplaces pas. Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, les téléphones mobiles sont capables non seulement de recevoir et de passer des appels, mais aussi stocker des données, prendre des photos, naviguer sur Internet, voire même plus. À partir de la connexion, tu peux te connecter vite sans aller au cyber, sans te servir avec ton ordinateur. Partout là où tu es, tu peux te connecter. Avec mon téléphone, parfois, si j'ai des crédits, j'appelle directement aux amis. Et au cas contraire, avec les SMS, je crée beaucoup sur Facebook. J'ai les photos de mes amis, de ma famille un peu partout. Et puis, avec le téléphone aussi, je prends les sons que je veux, les joues, en tout cas un peu de choses. Le téléphone mobile est né dans les années 50 aux États-Unis. C'est un appareil de communication initialement conçu pour transmettre la voix humaine et permettre une conversation à distance. Le réseau social Facebook, qui vient de fêter ses 10 ans, s'offre un beau cadeau à 16 milliards de dollars. Il a racheté la messagerie instantanée à 4 milliards de dollars versés en numéraire et les 12 autres en actions. Facebook, c'est l'acquisition la plus importante opérée par le réseau social mondial. Suivez. Voici 10 ans que Facebook rythme l'expérience sur la toile de nombre d'internautes. Mais aujourd'hui, c'est une application mobile qui a motivé pour Mark Zuckerberg une dépense colossale, 19 milliards de dollars. L'application est une messagerie, un peu comme celle qui se trouve intégrée à Facebook. Alors, pourquoi une telle dépense ? Ce n'est pas une technologie qu'ils achètent, ils l'ont déjà. Ce qu'ils achètent, c'est avant tout une marque qui est populaire auprès d'autres publics qui trouvent peut-être que Facebook est devenu moins cool, et puis aussi un réservoir de 450 millions d'utilisateurs, 1 milliard selon certaines prévisions, et ils espèrent bien monétiser ça un jour. Car le secteur est en pleine ébullition. L'une des premières messageries en temps réel commence à donner des signes de vieillissement. Le bon vieux SMS risque bien sous peu de rejoindre le musée de la communication. Le SMS, c'était fait pour le GSM, un message texte. WhatsApp et les technologies similaires, les applications du même genre, c'est fait pour le smartphone. On peut évidemment envoyer des messages textes, mais aussi des photos, des vidéos, dire où on est sur une carte, envoyer sa carte de visite, des fichiers. Donc c'est beaucoup plus riche et ça correspond mieux aux appareils que maintenant de plus en plus de gens ont dans leur poche. Le rachat de WhatsApp par Facebook, une manœuvre marketing bien sûr, histoire d'être toujours à la pointe, également aux yeux des plus jeunes. Le mouvement n'a cependant pas plu à tous. L'action de Facebook en bourse a d'ailleurs reculé de 2,7% à l'annonce de la transaction. Sur le continent à présent, les habitants de Buea et les départements aux alentours s'étaient réunis depuis 6 heures ce matin. Le Cameroun célèbre son cinquantenaire de la réunification ce jeudi en présence du chef de l'État Paul Biya, le président qui s'est adressé à ses concitoyens et qui a annoncé sur la notion d'unité. Suivez le résumé de la journée. Sur les terres de Buea, au sud-ouest du Cameroun, le président Paul Biya fête la réunification du pays, 50 ans presque jour pour jour après son avènement. En marge des festivités organisées dans l'ancienne ville sous occupation coloniale et la parade militaire,
Le chef de l'État a tenu à marquer dans son allocution la portée historique de la construction nationale au cœur même de la ville symbole. Après plus de 40 ans de séparation, les Camerounais des deux rives du Mongo se sont retrouvés. La marche vers la réunification fut une odyssée qui n'était pas sans risque. Ce fut un chemin parsemé d'épreuves, de délicates négociations pour notre jeune diplomatie et quelquefois d'oppositions internes qu'il fallait prendre en compte. Notre unité nationale n'a vu le jour que grâce au courage, à la volonté, à l'audace et à la sagesse de Camerounaises et de Camerounais de conviction qui avaient foi en leur peuple et en leur capacité à prendre en main son destin. Si la célébration de l'anniversaire de la réunification du Cameroun à Buea est une véritable aubaine financière pour cette ville, elle célèbre également des valeurs d'unité nationale léguées par les martyrs de l'indépendance. Nous tenons aujourd'hui à rendre un vibrant hommage à ces dignes fils et filles du Cameroun dont le nationalisme a conduit à l'indépendance et à la réunification de notre patrie. Nous pensons à ces compatriotes qui, en signant le traité de protectorat, ont refusé d'aliéner l'essentiel, c'est-à-dire la terre de nos ancêtres. Bien plus que des célébrations protocolaires, le Cameroun, par le biais de ses manifestations, tient à montrer le caractère d'une nation une et indivisible dans sa diversité. Toujours dans l'actualité sur le continent, ils ont désormais leur propre musée, car si les artistes contemporains africains sont exposés dans toutes les grandes capitales du monde, ils le sont rarement sur leur propre continent. Le premier musée d'art contemporain a ouvert ses portes au Bénin. Il se trouve à Ouidah. Reportage. Autrefois, la petite ville côtière de Ouidah, au Bénin, était tristement célèbre pour le trafic d'esclaves. Aujourd'hui, elle abrite le premier musée d'art contemporain d'Afrique. Les œuvres de 14 grands artistes africains sont exposées dans la villa Adjavon, construite en 1922 et entièrement rénovée. Des boiseries, de grandes coursives et de nombreuses fenêtres pour faire circuler l'air, ce sont les caractéristiques du style afro-brésilien, importé par les esclaves affranchis à leur retour du Brésil à la fin du 19e siècle. On a vraiment souhaité s'obliger à garder le bâtiment au plus proche de ce qu'il était à l'origine. Donc c'est quand même un défi pour faire un musée parce que bien sûr accrocher des œuvres dans un espace avec autant d'ouverture, c'est quelque chose c'est un défi qu'on se fixe et auquel il faut se tenir, mais qui est moins évident que lorsqu'on a des grandes cimaises blanches comme beaucoup de musées d'art contemporain. Des sculptures de l'Éthiopien Michael Beth Selassie, des autoportraits du photographe camerouno-nigérian Samuel Fosso et des dessins de l'Ivoirien Frédéric Brully-Boisbré côtoient les masques du jeune artiste béninois Tifoli Dossou. L'entrée est gratuite et le public, ce sont avant tout des enfants de la région. Ce qui est intéressant, c'est que ces enfants, quand ils viennent, de retour à la maison, ils viennent avec les parents. Le musée de Ouidah est l'œuvre de la fondation Zinsou, créée en 2005 par l'homme d'affaires franco-béninois Lionel Zinsou et sa fille Marie-Cécile, dans le but d'apporter un accès à la culture aux enfants du Bénin. L'artiste béninois Gérard Kenom, surtout connu à l'étranger pour ses sculptures faites à partir de poupées, expose ses tableaux à la fondation en ce moment. Pour lui, le musée de Ouidah est la plateforme qui manquait aux artistes africains sur leur continent. On a souvent montré nos travaux à l'extérieur, vous voyez, dans des musées, dans des galeries très importants. Mais pour moi, c'est très important aussi de montrer ce que nous faisons aussi en Afrique. 3 mois après son ouverture, le musée de Ouidah, qui a accueilli 13 000 visiteurs, commence à voir arriver des touristes étrangers, du Nigeria et du Togo voisins, mais aussi d'Europe et des États-Unis.
Ailleurs dans le monde, le maire de Kiev démissionne. Il vient de quitter le parti du président Viktor Yanukovych, une manière pour lui de protester contre le bain de sang et la lutte fratricide à Kiev. Kiev, loin d'être apaisé, le siège du gouvernement ukrainien a été évacué malgré la trêve. De nouveaux affrontements ont éclaté ce matin sur la place de l'Indépendance. Au moins 25 manifestants ont été tués. Selon d'autres sources, le bilan peut être plus lourd. On parle de la journée la plus meurtrière à Kiev. Un reportage. Kiev s'est réveillé ce matin dans la même atmosphère. Fumée, barricades sur le Maïdan, place de l'Indépendance. La trêve annoncée par le président ukrainien n'a jamais eu lieu. Tirs nourris et de nombreux morts encore aujourd'hui. Vous voyez leur trêve, ils ont annoncé la trêve mais ils continuent de nous jeter des grenades. C'est leur façon de faire la trêve. On ne les croit pas et on continue à se défendre. Des manifestants déterminés qui n'ont pas hésité à franchir les barricades et à aller à l'assaut des forces de l'ordre. L'armée qui, dans le cadre de mesures qualifiées d'antiterroristes, est désormais autorisée à tirer à balles réelles. Il ne s'agit pas de terrorisme ou d'extrémisme, même si nos méthodes ne sont pas populaires. Mais c'est impossible actuellement d'avoir des discussions pacifiques. Personne n'écoute personne. On a toléré la corruption, le vol, tout. Il ne nous reste qu'une méthode pour montrer à tout le monde que quelque chose doit être fait. Kiev et plusieurs villes ukrainiennes en proie depuis plusieurs mois à une grave crise. Un violent bras de fer entre pouvoir et manifestants qui préoccupe la communauté internationale. Le président Yanukovych est dans la ligne de mire pour l'assaut meurtrier lancé mardi sur les protestataires. Il a rencontré aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères allemands, polonais et français. Le chef de la diplomatie française qui déclarait ce jeudi que l'Union européenne s'apprête à prendre des sanctions contre les responsables de ces violences. Voilà comment prend fin cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre attention. Retrouvez cette édition sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir où que vous soyez à travers le monde.